La main de Tristan de Chenrail tremblait. Pas d'une façon visible, pas d'un tremblement que les domestiques auraient remarqué depuis l'antichambre, mais d'une vibration intérieure qui remontait du poignet jusqu'au bord du cristal. Et Solène le vit. Elle le vit et détourna les yeux par délicatesse, comme on regarde ailleurs quand quelqu'un cherche ses mots. 20 ans de mariage dans cette grande salle à manger, 20 ans de chandeliers et de roses blanches et de dîners où les mots importants ne venaient pas. Et ce soir-là, il leva son verre dans la lumière de l'automne de Champagne et prononça son prénom d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue. Une voix creuse et vraie à la fois. Et dit les 3 mots qu'elle avait attendus pendant 15 ans et qu'elle n'attendait plus depuis 3. Solène posa sa cuillère sur le bord de l'assiette. Le silence dura 3 secondes. 3 secondes qui contenaient l'entièreté de ce qui n'avait pas été dit, de ce qui avait été composé à sa place, de ce qui avait été appris en latin et confié à une poétesse de Normandie qu'il ne connaissait pas. Puis elle dit « Merci Tristan, le dessert est délicieux. » Et elle reprit sa cuillère. Il resta avec son verre levé, comprit quelque chose avant de pouvoir le nommer. Posa le verre. Les 5 premières années, Solène de Vaubrecq, devenue duchesse de Chenrail à 24 ans par un mariage d'amour, ce que tout le monde savait et que lui-même n'avait jamais nié, avait traduit le silence de Tristan en une autre langue. Son père, le comte de Picardie, disait « Je t'aime » à voix haute, devant témoins, à table, dans les corridors, sans occasion particulière, comme on respire. Elle avait grandi dans une maison où l'amour se prononçait. Quand elle avait épousé Tristan, elle avait cru que son silence était une forme d'amour différente, plus haute, peut-être, ou plus retenue, comme les hommes Chenrail l'entendaient depuis des générations. Elle avait appris à lire les gestes, la main sur son épaule quand il passait derrière sa chaise, le verre de vin versé avant qu'elle le demande. La fenêtre fermée au premier souffle froid du soir. Elle avait dit à sa mère, lors d'une visite en Picardie, que Tristan montrait ce qu'il ne disait pas. Sa mère l'avait regardé en silence et n'avait pas répondu. Les 10 années suivantes, elle avait attendu, pas avec impatience, avec cette sorte de patience qui ressemble à de la foi parce qu'on ne sait plus très bien en quoi on croit, mais qu'on continue d'aller à la messe par habitude du geste. Il y avait eu Aymar, né avec la fièvre des premières nuits, et la certitude que quelque chose de grand avait été créé entre eux. Il y avait eu l'enterrement du père de Tristan, où elle s'était tenue à côté de lui pendant 4 heures sans qu'il lui prenne la main, et elle avait tenu la sienne propre sur son manteau de drap noir et regardé le cercueil descendre. Il y avait eu leur 15e anniversaire, une après-midi de mai, où elle avait cru, elle avait vraiment cru, qu'il allait parler. Il avait ouvert la bouche. Il avait dit que le domaine produirait un bon millésime cette année. Les 3 dernières années, elle avait cessé d'attendre. Ce n'était pas une décision prise un matin devant son miroir. C'était une métamorphose lente, comme les saisons sur les vignes. On ne voit pas le jour exact où la sève descend. On constate seulement qu'un jour, l'arbre tient seul. Elle s'était mise à la composition. D'abord timidement, puis avec une régularité qui avait surpris Aurélie la lingère, qui entendait le piano le matin avant que la maison s'éveille. Elle avait écrit à une poétesse normande nommée Ambroisine Darieux, dont elle avait lu un recueil à Reims, et Ambroisine lui avait répondu. Elles échangeaient 2 lettres par mois. Elle avait commandé un traité de métrique latine à un libraire de Reims, et l'avait lu en 3 semaines. Puis en avait commandé un second. Elle habitait maintenant une pièce intérieure que Tristan n'avait jamais vue, parce qu'il n'avait pas regardé de ce côté. Le dîner du 20e anniversaire se termina dans une politesse intacte. Ils parlèrent du domaine. La vendange avait été tardive,
mais prometteuse. Ils parlèrent du vin. Le Bourgogne était meilleur que l'année précédente. Ils parlèrent d'Aymar, à Paris pour ses études, qui avait envoyé un mot la semaine dernière et semblait s'adapter à la vie de la capitale, avec l'aisance tranquille qu'il tenait de sa mère. Tristan ne revint pas sur les 3 mots. Solène ne les commenta pas. Ils se souhaitèrent bonne nuit dans le corridor du premier étage, devant leurs chambres respectives. Tristan regarda la porte de Solène se fermer. La rose blanche était encore dans le vase sur la table de la salle à manger, 2 étages plus bas. Il resta dans le corridor une minute entière sans bouger, puis entra dans sa chambre et s'assit sur le bord du lit sans allumer la lampe. Le lendemain matin, l'allée de cyprès était couverte de feuilles humides. L'automne de Champagne avait cette façon de tomber vite, sans prévenir. Un jour, les arbres étaient encore verts. Le lendemain, le sol était roux et le ciel blanc comme du papier non écrit. Solène marchait seule, comme chaque matin depuis 3 ans. Elle portait un manteau sombre et tenait ses mains jointes dans le dos. Et sa façon de marcher, régulière, sans hâte, sans but particulier sinon le mouvement lui-même, avait quelque chose d'une personne qui habite son propre corps avec une aisance récemment acquise. Elle entendit ses pas avant de se retourner. Tristan marchait derrière elle à 3 mètres, sans avoir demandé, sans occasion particulière. C'était la première fois en 20 ans qu'il l'accompagnait dans cette allée. Ils marchèrent 5 minutes sans parler. Les cyprès bordaient l'allée de part et d'autre, hauts et sombres contre le ciel pâle, et leurs pas sur les feuilles produisaient le seul bruit de cette matinée-là. Ce fut Tristan qui parla en premier. « Tu n'as pas dit ce à quoi je m'attendais, » dit-il. Solène continua de marcher. « Je suis désolé, » dit-elle. Il y eut une pause. « Tu es désolé ?» dit Tristan. « De n'avoir rien eu d'autre à te dire que merci ?» dit Solène. Il marcha encore quelques secondes avant de parler. « Qu'est-ce qui a changé ?» dit-il. Solène s'arrêta. Elle était devant un cyprès particulièrement haut, dont les racines soulevaient légèrement le pavé de l'allée. Elle regarda le tronc un moment, comme si la réponse se trouvait dans l'écorce. Elle dit simplement « Moi ». Puis, elle reprit sa marche. Tristan resta immobile et la regarda s'éloigner dans l'allée. Sa silhouette sombre entre les arbres sombres, ses pas réguliers sur les feuilles mortes. Il ne la rappela pas. Il n'avait pas les mots pour la rappeler. C'était précisément le problème. Et il commençait à le comprendre avec une précision qui lui faisait mal derrière les yeux. 10 mètres plus loin, le pied de Solène glissa sur un tapis de feuilles humides. Ce fut bref. Une seconde de déséquilibre, un léger mouvement du buste vers l'avant. Mais Tristan était déjà en mouvement. Et il tendit le bras et la retint par le coude avec une fermeté précise. 3 secondes. Elle se redressa, trouva son équilibre, se tint droite. « Merci », dit-elle. Il ne lâcha pas tout de suite. Sa main restait sur son coude. Et il y avait dans ce maintien quelque chose qui n'était pas tout à fait un geste de soutien et pas encore autre chose. Puis il dit, d'une voix qui ne cherchait pas à être tendre, « Tu as toujours eu de bons réflexes. » Il lâcha. Solène reprit sa marche sans se retourner. Tristan regarda sa main ouverte un moment, puis la referma. Le deuxième jour commença sous un ciel couvert qui ne promettait ni pluie ni soleil, seulement cette lumière plate de novembre qui fait paraître les choses telles qu'elles sont sans les flatter. Le matin, Tristan croisa Aurélie dans le corridor du premier étage. La lingère portait une pile de draps et marchait avec la discrétion professionnelle des domestiques anciens, ceux qui savent se rendre invisibles. « Aurélie !» dit Tristan, s'arrêtant.
Elle s'arrêta aussi et inclina légèrement la tête. « Madame la duchesse a-t-elle des obligations cet après-midi » dit Tristan. Il dit cela d'un ton neutre, le ton de quelqu'un qui pose une question d'intendance. « Madame reçoit son courrier de Normandie le mardi matin » dit Aurélie. « L'après-midi, elle compose, généralement. » « Elle compose tous les jours ?»« Depuis 3 ans, monsieur le duc. Sauf quand le temps est très beau. Alors elle préfère l'aller. » Tristan hocha la tête. Aurélie attendit une seconde, puis reprit sa marche. Il n'avait rien appris qu'il n'aurait pu savoir s'il avait regardé. L'après-midi, il traversait le corridor du rez-de-chaussée quand il entendit la musique. La porte du petit salon de musique était entr'ouverte. Pas grande ouverte, juste entr'ouverte, comme une invitation qui n'en est pas une. La phrase musicale qui en sortait était courte, répétée, légèrement modifiée à chaque reprise. Le travail de composition, pas l'exécution. Il ne reconnut pas le morceau. Ce n'était pas du Couperin, pas du Rameau, pas l'un des compositeurs dont les partitions avaient toujours occupé le pupitre du salon. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais entendu dans cette maison. Il s'arrêta au seuil. La porte était entr'ouverte devant lui. Il aurait pu pousser. Il ne poussa pas. Il resta immobile, la main à plat sur le bois du chambranle, et écouta la phrase se répéter une fois encore, puis une fois encore, avec une variation dans les dernières mesures. Il se retourna. Aurélie se trouvait dans le corridor, à 5 mètres, portant cette fois un plateau. Elle le vit au seuil. Leurs regards se croisèrent, 1 seconde, pas davantage. Elle baissa les yeux sur son plateau et continua son chemin sans accélérer ni ralentir. Tristan s'éloigna dans la direction opposée. Le soir, après le dîner, Tristan ne se leva pas immédiatement de table. C'était une habitude de leur mariage. Lui se levait, elle restait encore un moment avec son verre. Ce soir-là, il resta assis. Solène posa son verre et le regarda avec une attention polie, celle qu'on accorde à quelqu'un dont on attend qu'il parle. « Cette femme en Normandie, » dit Tristan. « Ambroisine ?»« Ambroisine Darieux, » dit Solène. « Poétesse. Elle vit près de Rouen. »« Comment l'as-tu trouvée ?»« J'ai lu son premier recueil à la bibliothèque de Reims. J'ai écrit à son éditeur pour lui transmettre une lettre. Elle a répondu en 2 semaines. »« Et vous correspondez depuis combien de temps ?»« 3 ans en janvier. » Tristan posa ses 2 mains à plat sur la nappe. « Elle t'écrit sur quoi ?» Solène inclina légèrement la tête. Pas d'étonnement. Plutôt la façon dont on recalibre une conversation qui prend une direction imprévue. Sur la prosodie latine, surtout, dit-elle. Elle prépare une traduction des odes d'Horace. Nous discutons des contraintes métriques. Elle m'a aussi envoyé un essai sur la relation entre les modes grecs et les modes grégoriens, qui m'a beaucoup aidé pour 2 des compositions du cahier. Tu composes en mode grec ? Parfois, pas systématiquement. Solène marqua une courte pause. Tu veux voir le cahier ? Il répondit trop vite. Non. Il se leva, passa derrière la chaise de Solène, et sa main frôla son épaule. Le geste 1000 fois répété, celui qui avait voulu dire quelque chose autrefois et qui s'était usé à force de répétition, comme une pièce de monnaie dont l'effigie s'est effacée. Solène sourit par réflexe, le sourire bref d'une personne qui reconnaît un geste familier. Ni l'un ni l'autre ne marqua de pause. Il sortit de la salle à manger. Elle resta avec son verre et la nappe blanche et les chandeliers qui baissaient. Le 3e jour, Tristan se leva avant l'aube. Il trouva le régisseur du domaine dans la cour de ferme à 6 heures du matin, au moment où celui-ci supervisait le départ des ouvriers vers les dernières parcelles à retourner. Ils parlèrent du domaine 20 minutes. Les rendements, les caves,
une réparation nécessaire sur le pressoir du bâtiment nord. Puis, en aparté, comme en passant, Madame la Duchesse a-t-elle fait des modifications dans la maison ces dernières années? Des commandes particulières? Le régisseur réfléchit un moment. Elle a fait accorder le piano en juin, dit-il. Et en septembre de l'an dernier, et l'année d'avant. Depuis 3 ans, elle fait venir l'accordeur 2 fois par an. Avant, c'était 1 fois tous les 2 ans. Tristan hocha la tête et ne dit rien. Il trouva le cuisinier dans les cuisines à 7 heures, sous prétexte de discuter des menus de la semaine. À la fin de la conversation, il demanda si Madame la Duchesse avait des préférences particulières pour ses déjeuners de travail. « Madame préfère manger léger quand elle compose », dit le cuisinier. « Un bouillon et du pain, généralement. Depuis 3 ans, c'est presque tous les jours. Et elle commande de l'encre et du papier à musique à Reims, 2 fois par trimestre. »« Du papier à musique ? » ?»« Oui, monsieur le duc. Elle en commande depuis 3 ans. » Tristan reposa sa tasse de café sur le bord de la table de cuisine. 3 ans. Tout avait commencé 3 ans plus tôt. Il n'avait pas demandé. Chacune de ces informations lui était accessible. Il aurait suffi de regarder la liste des commandes, d'écouter l'accordeur monter l'escalier, de remarquer que le courrier de Normandie arrivait le mardi. Il n'avait pas demandé. L'après-midi, il attendit qu'Aurélie lui confirme que Madame la Duchesse était sortie se promener dans le potager avec les gants et le carnet qu'elle emportait parfois pour noter des idées. Puis, il entra dans le petit salon de musique. La pièce était petite et orientée au nord, ce qui lui donnait une lumière constante et froide, bonne pour travailler. Le piano occupait le centre, flanqué du pupitre et du tabouret. Sur les murs, 2 gravures et une carte de la Champagne. Sur le pupitre, le cahier. Tristan s'approcha. Le cahier était ouvert à une page du milieu, une composition en cours, des mesures raturées et recommencées, des annotations dans les marges, dans l'écriture de Solène, fine et régulière. Il ne la toucha pas. Il tourna les pages en arrière jusqu'à la première. Sur la page de titre, dans la même écriture, une table des matières. 47 compositions, chacune titrée par une date. Il parcourut la liste lentement. La plupart des dates ne lui disaient rien. Des jours ordinaires, des matins de printemps ou des soirs d'hiver dont il n'avait pas retenu la particularité. Puis son regard s'arrêta sur 5 dates. La première, une nuit de novembre, il y avait 15 ans. La nuit où Aymar avait eu la fièvre à 3 ans, la fièvre qui avait duré 2 jours et qu'ils avaient crue dangereuse. Il se souvenait d'avoir attendu dans le corridor pendant qu'elle veillait. Il ne lui avait pas dit qu'il avait peur. La deuxième, une semaine de mars, 12 ans plus tôt. La semaine après l'enterrement de son père. Il avait géré les formalités, reçu les condoléances, signé les actes. Il n'avait pas pleuré devant elle. La troisième, un après-midi de mai, leur 15e anniversaire. Il avait ouvert la bouche. Il avait dit que le domaine produirait un bon millésime. La quatrième, un matin de février, il y avait 8 ans, le matin où le courrier était arrivé de Picardie avec la nouvelle de la mort de la mère de Solène. Il se souvenait qu'elle avait lu la lettre debout dans le vestibule et qu'il avait dit « Je ferai préparer la voiture ». La cinquième, un soir de septembre, 4 ans plus tôt. Il était revenu de Paris sans avoir prévenu de son retour. Il n'avait pas expliqué l'absence. Il n'avait pas dit où il était allé, ni pourquoi. Il referma le cahier. Il resta debout devant le pupitre 10 minutes. La lumière froide du nord entrait par la fenêtre haute et posait une clarté sans ombre sur le bois du piano, sur le tabouret, sur les mains de Tristan qui ne bougeaient pas. Le cahier était un registre daté. 47 fois, il n'avait pas parlé. 47 fois,
elle avait transformé son silence en quelque chose. Il n'était pas sûr que ce quelque chose lui appartint encore. Il replaça le cahier sur le pupitre à l'endroit exact où il l'avait trouvé, mais il l'avait fermé, et Solène l'avait laissé ouvert à la page du milieu. Il est sorti du salon et referma la porte derrière lui. Ce soir-là, dans la chambre de Madame de Ferronnet, le feu dans la cheminée donnait à la pièce une chaleur de confession. Armance de Ferronnet, veuve depuis 7 ans, 58 ans, avait l'habitude des silences de son frère. Elle l'avait regardé grandir dans la règle paternelle, avec la résignation de quelqu'un qui voit un arbre pousser tordu et sait qu'on ne redresse pas un tronc adulte. Mais quand Tristan frappa à sa porte ce soir-là et entra avec cette façon de tenir ses épaules qu'elle ne lui avait pas vue depuis l'enterrement de leur père, elle posa son ouvrage et attendit. Aurélie a pleuré à la cuisine ce matin, dit Tristan. Ferronnet le regarda. Je sais, dit-elle. Pourquoi? Ferronnet joignit les mains sur ses genoux. Parce qu'elle vous aime tous les deux, dit-elle. Et qu'elle a compris avant toi. Tristan s'assit dans le fauteuil en face de sa sœur. Compris quoi? Ferronnet parla avec la précision de quelqu'un qui a préparé ses mots depuis longtemps. Tu n'as pas perdu ta femme, Tristan. Solène est là. Elle est à table avec toi. Elle se promène dans l'allée. Elle répond quand tu parles. Elle marqua une pause. Mais tu as perdu la femme qui t'attendait. Cette femme-là est partie il y a 3 ans, sans bruit, sans scène, sans te dire au revoir, parce que l'autre est restée dans la même maison et que tu ne savais pas faire la différence. Le feu craqua. Tristan ne dit rien. La femme qui t'attendait, continua Ferronnet, t'aurait dit hier soir autre chose que merci. Elle t'aurait dit « enfin » ou « pourquoi maintenant » ou elle aurait pleuré. Solène ne t'a dit que merci, parce que ta déclaration lui est arrivée comme une lettre pour quelqu'un qui a déménagé. L'adresse était bonne. La destinataire n'est plus là. Tristan regardait le feu. « Il y a encore une chose, » dit Ferronnet, « concernant notre père. » Tristan leva les yeux. « Quoi ?» dit-il. Ferronnet ne détourna pas le regard. Il a dit les 3 mots à notre mère. Une seule fois, sur son lit de mort, 3 jours avant la fin. Elle me l'a confié à sa propre mort 2 ans plus tard. Elle m'a demandé de te protéger de cette connaissance tant que tu vivrais bien dans sa règle. Tristan ne bougea pas. Quelque chose dans la façon dont il tenait sa mâchoire changea, imperceptiblement, mais Ferronnet le connut. « Elle t'a caché ça ?» dit-il. Pas une question. « Elle t'aimait » dit Ferronnet. « Et elle savait que tu vivais de cette règle comme d'une colonne vertébrale. Si tu apprenais que ton père l'avait brisée en mourant, tu n'aurais plus eu de colonne. Elle a choisi de te garder debout. » Le silence s'installa. Dans la cheminée, une bûche s'effondra sur elle-même. « Tu obéis à un homme qui a lui-même désobéi en mourant, » dit Ferronnet. « Tu es plus pieux qu'il ne l'était. » Tristan se leva. Il ne parla pas. Il se tint debout devant le feu, de dos, les mains dans le dos, et Ferronnet vit ses épaules monter et descendre une seule fois, lentement. « Pourquoi tu me le dis maintenant ?» dit-il enfin, sans se retourner. « Parce que jusqu'à avant-hier soir, je croyais que tu vivrais bien dans sa règle, » dit Ferronnet. « Et puis j'ai entendu ta voix au dîner, et le merci de Solène. » Elle s'arrêta. « Tu ne vivras plus bien nulle part sans savoir. » Tristan sortit de la chambre sans répondre. La porte se referma avec une douceur qui était pire que le bruit. Le soir du 3e jour, Solène mentionna Ambroisine pour la première fois directement, à table, devant lui. « Elle vient à Reims en novembre, » dit Solène. «
pour rencontrer son éditeur. J'aimerais l'inviter au domaine, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Bien sûr, dit Tristan. Il y eut une pause. Solène but une gorgée de vin. J'aurais dû te parler d'elle avant, dit-elle. Non, dit Tristan. Je n'ai pas demandé. Elle posa son verre. Non, dit-elle. Tu n'as pas demandé. La conversation continua sur autre chose. Le lendemain matin, Aymar arriva de Paris dans la voiture de poste. Il embrassa sa mère dans l'entrée avec cette façon qu'il avait de la tenir par les épaules et de la regarder en face, comme s'il vérifiait quelque chose. Puis il embrassa son père, plus brièvement, avec la réserve affectueuse des fils qui ressemblent à leur mère. Dans l'après-midi, Tristan marcha jusqu'à son cabinet, au bout de l'aile ouest. Il ferma la porte à clé derrière lui. Il alla au bureau, ouvrit le tiroir du bas avec une petite clé qu'il portait toujours sur lui, et sortit une liasse de papier maintenue par un ruban. La lettre avait 10 ans. Il l'avait écrite un soir de décembre, dans ce même cabinet, après une semaine dont il n'avait jamais parlé à personne. Une semaine où il avait compris, pour la première fois, que le silence coûtait quelque chose à Solène. Il avait écrit les 3 mots, et ensuite d'autres, plusieurs pages, avec la précision et la maladresse de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire ce qu'il ressent. Il avait mis la lettre sous le ruban. Il ne l'avait pas envoyée. Il l'a lue en entier, debout devant la fenêtre. Dehors, les vignes étaient nues. Les rangées de ceps taillées à ras qui attendaient Jean l'hiver. Quand il eut fini, il alla à la cheminée et mit la lettre dans le feu, non par honte. Il n'en avait plus tout à fait la capacité ce soir-là, mais parce qu'envoyer maintenant ces pages-là, c'était encore arrivé trop tard avec les mauvais mots pour la mauvaise femme. La femme à qui il avait écrit cette lettre n'habitait plus la même pièce que la femme qui composait 47 morceaux de musique titrés par des dates. Il regarda les pages se consumer jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres grises et un peu de ruban calciné. Le soir du 4e jour, après qu'Aymar eut dit « bonne nuit » et monté l'escalier, Tristan attendit dans le corridor du rez-de-chaussée. Il attendit un quart d'heure, assis sur le banc près de la porte de la bibliothèque, dans l'obscurité partielle. La maison était silencieuse, sauf pour le vent contre les fenêtres hautes, et, de loin en loin, une note de piano, pas une composition, pas une phrase musicale, juste une note tenue, comme quelqu'un qui vérifie l'accord. Il se leva. Il alla jusqu'à la porte du petit salon de musique. Il posa la main sur la poignée. Il entra sans frapper. C'était la première fois en 15 ans qu'il franchissait ce seuil sans y être invité. Solène était assise au piano, les mains sur les genoux, les yeux ouverts sur la partition devant elle. Elle ne jouait pas. Elle leva les yeux quand il entra, mais ne se leva pas, ne dit pas son prénom, ne demanda pas ce qu'il voulait. Tristan traversa la pièce. Il s'assit sur le tabouret à côté d'elle. Le même tabouret, la même position qu'au bal de Paris il y avait 22 ans, quand il s'était assis à côté d'une femme qu'il ne connaissait pas encore et avait suivi sa respiration pour tourner les pages au bon moment. Il posa une main sur la partition ouverte entre eux. La partition à 4 mains. Côté gauche, couvert d'annotations dans l'écriture de Solène. Côté droit vierge depuis 15 ans. « J'ai lu la table des matières, » dit-il. « Les dates. »« Je sais, » dit Solène. « Tu as laissé le cahier ouvert à une page que je n'avais pas laissée ouverte. » Il ne nia pas. « Ferronnet m'a dit pour notre père, » dit-il. Solène leva les yeux vers lui. Ce qu'il vit dans son regard n'était pas de la colère. C'était une attention soudaine, la façon dont quelqu'un écoute quand une information arrive qu'il n'avait pas. « Il a dit les mots une fois, » dit Tristan. « À ma mère. 3 jours avant de mourir. Elle me l'a caché 28 ans. » Solène ne dit rien pendant un moment. « Pourquoi elle te l'a caché ?»
dit-elle, pour me protéger de savoir que ma règle était un mensonge. Le mot resta dans l'air entre eux. Dehors, le vent poussait des feuilles contre la fenêtre haute du salon. « Tristan, » dit Solène. Il attendit. « Tu ne savais pas, » dit-elle. Pas comme une absolution, comme un constat. C'est le mot de notre mariage. Tu ne savais pas. Et je ne t'ai pas dit non plus. Je t'ai attendu 15 ans en silence, et je n'ai pas dit « Je t'attends ». Et ça me coûte quelque chose. Quand j'ai cessé d'attendre, je n'ai pas dit « J'ai cessé ». Je me suis construite autre chose en silence, comme tu te taisais en silence. Elle s'arrêta. Nous sommes deux dans cette histoire. Tristan regarda la partition devant lui. Le côté gauche avec ses mesures annotées, ses corrections, ses indications de tempo dans les marges. Le côté droit, blanc, intact, qui attendait des mains qui n'étaient jamais venues. Il posa ses deux mains sur le clavier, côté droit. Les touches froides sous ses paumes. « Je ne sais pas jouer, » dit-il. « Je sais, » dit Solène. Un silence. « Je peux apprendre ?» dit-il. Solène ne répondit pas immédiatement. Elle regarda ses mains à lui sur les touches blanches. Deux grandes mains habituées aux rênes et au registre de domaine. Maladroite sur le clavier, avec la maladresse précise de ce qui n'a jamais essayé. « J'ai 44 ans, » dit-elle. « Tu en as 46, peut-être 20 ans devant nous, peut-être moins, on ne sait pas. » Elle marqua une pause, et dans cette pause, il y avait tout le poids de ce qu'elle avait construit seule ces 3 dernières années, et toute la mesure de ce qu'elle était disposée à proposer et de ce qu'elle ne l'était pas. « Je ne te promets pas de recommencer le mariage que tu as raté. Ce mariage-là est fini, pas nous, le mariage qu'on a vécu. Je te promets de te montrer la pièce où j'habite maintenant. Si tu veux y venir, il faudra apprendre la langue. Pas en un soir. Pas parce que tu as dit 3 mots hier et que tu t'es assis sur ce tabouret ce soir. » Elle le regarda. « Je ne serai pas ta professeure patiente. Je serai une femme qui te laisse entrer parce que tu es restée, pas parce que tu as enfin trouvé les mots. » Il dit simplement « Oui ». Solène posa ses mains sur le clavier, côté gauche. Elle joua une seule mesure, 8 notes, lentes, dans un mode qu'il ne reconnut pas, qui sonnait comme quelque chose d'ancien et de non résolu, une phrase qui appelait une réponse. Elle s'arrêta et attendit. Tristan ne joua pas. Il ne pouvait pas, il ne savait pas et il n'allait pas faire semblant. Sa main droite restait posée sur les touches sans rien enfoncer, immobile, présente. Alors Solène posa sa main gauche sur la main droite de Tristan. Pas une caresse. Un poids. La façon dont on pose quelque chose de lourd avec soin sur une surface fragile. 5 secondes. Elle ne bougea pas les doigts. Elle ne ferma pas la main. Elle laissa simplement le poids de sa paume sur le dos de sa main à lui, sur les touches froides du clavier. « C'est la première fois que tu me touches, sans vouloir combler quelque chose, » dit-elle. Il répondit doucement, « Oui. »« Un début, » dit-elle. « Rien de plus. » Elle retira sa main, elle referma la partition. Les deux côtés ensemble, le côté annoté et le côté vierge, et se leva. Dans le corridor du premier étage, Aymar de Chenrail, 18 ans, qui n'était pas du tout monté se coucher, mais s'était arrêté en haut de l'escalier au son de la voix de son père entrant dans le salon, se retourna sans bruit et remonta. Il ne dit rien à personne. Il porta cette scène comme on porte quelque chose qu'on ne comprend pas encore entièrement, mais qu'on sait important, avec soin et en silence, ce silence-là étant d'une toute autre nature que celui dont il avait hérité. Le lendemain matin était clair. Un de ces matins d'automne tardif
où le gel de la nuit a nettoyé l'air et où la lumière arrive horizontalement entre les cyprès et pose des ombres longues sur le pavé de la cour. Solène descendit dans le petit salon avant le petit déjeuner, comme elle le faisait souvent, pour vérifier l'accord d'une note, pour noter une idée qui lui était venue dans la nuit, pour simplement s'asseoir dans la pièce qui était la sienne. Elle vit la feuille sur le pupitre avant même d'atteindre le piano. Elle était posée à sa place habituelle, là où elle déposait ses cahiers de travail, là où le courrier de Normandie attendait parfois qu'elle le lise. Pas une enveloppe scellée. Une feuille simple, pliée en deux, de l'écriture de Tristan. Elle la prit et l'ouvrit. Une seule ligne. Hier soir, j'ai compris pour la première fois que mon père avait menti. Solène lut la ligne 2 fois. Elle resta debout un moment, la feuille dans les mains, devant le piano fermé et la fenêtre qui donnait sur les cyprès dans la lumière du matin. Puis, elle plia la feuille en 4, soigneusement, avec les gestes précis de quelqu'un qui range quelque chose qu'il veut garder. Elle ouvrit la partition à 4 mains au côté droit. Le côté vierge, celui qui n'avait jamais été joué, dont les portées étaient blanches depuis 15 ans, attendant des mains qui ne savaient pas encore. Elle glissa la feuille pliée entre les pages, au milieu des portées vides. Elle referma la partition. Ce geste ne promettait rien, il ne réparait pas 20 ans. Il ne reconstituait pas le mariage qui avait existé, ni ne ressuscitait la femme qui avait attendu pendant 15 ans dans une patience qui ressemblait à de la foi. Mais il disait « Je garde cette phrase dans l'espace où tu pourrais venir apprendre. La place est là. Je ne la ferme pas. » Le soir, Tristan entra dans le petit salon après le dîner. Solène n'était pas là. Il s'approcha du pupitre. La partition était fermée, mais un coin de la feuille pliée dépassait entre les pages du côté droit. Un rectangle blanc dans le blanc des portées. Il ne l'ouvrit pas. Il ne prit pas la feuille. Il s'assit sur le tabouret, seul dans la pièce silencieuse, et posa les 2 mains à plat sur le couvercle fermé du clavier. La laque était froide et lisse sous ses paumes. Dehors, le vent d'automne passait dans les cyprès avec ce bruit grave et continu qui ressemble à un accord tenu par un instrument qu'on n'a jamais appris à nommer. Il ne joua pas. Il ne pouvait pas encore. Mais il resta.